Salut tout le monde, bienvenue sur Zynaptique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, un sujet qui change beaucoup de vies. Aujourd'hui, on va parler de la sclérose en plaques et l'activité physique. Pour la première section, on va commencer avec un petit échauffement avec notre section sprint. Alors du coup, le concept est simple. C'est 10 questions en 1 minute. OK, On lance le chrono. on lance le chrono. L'entraînement peut provoquer une poussée de sclérose en plaques. Faux, Se fatiguer pendant l'effort aggrave la maladie. faux, J'ai la CEP, je ne peux pas devenir musclé. faux, Je suis souvent fatiguée, je dois rester au lit. faux. Il faut attendre de ne plus avoir de symptômes pour commencer le sport. Faux, sauf en cas de poussée aiguë de sclérose en plaques. Ok. Une fois en fauteuil, le sport ne sert plus à rien. Faux, S'entraîner dans une salle chauffée est une mauvaise idée. vrai, Le cardio intense est interdit pour les patients de sclérose en plaques. faux, L'exercice régulier peut aider à prévenir la progression. vrai, Le sport améliore aussi les fonctions cognitives. c'est vrai. Donc maintenant, en fait, on va passer à la section spécialiste. Maintenant, on va prendre le temps de comprendre le pourquoi derrière tout ça. Avant de s'attaquer aux questions, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ta spécialité qui est la kinésiologie? Le terme kinésiologie, ça réfère à un spécialiste du mouvement. Donc, on se sert des bonnes habitudes de vie, du sport, de l'activité physique, pour des conditions plus chroniques ou en prévention ou avec des athlètes. Donc, c'est assez large. Pour des conditions plus chroniques, moi, c'est ce que j'ai choisi en me spécialisant en sclérose en plaques, avec l'effet de l'activité physique sur le cerveau et la connexion entre le cerveau et les muscles. Ok. Avec On définit souvent la sclérose en plaques comme une maladie neurodégénérative auto-immune. Ça, c'est ce qu'on voit dans la première recherche sur Google ou dans les manuels, etc. Mais concrètement, ici, donc avec ta spécialité en kinésiologie, comment toi, tu définirais la sclérose en plaques pour notre public? ce qu'il faut comprendre, premièrement, en sclérose en plaques, comment je le vois, c'est qu'il n'y a pas un cas pareil. C'est que l'inflammation vient créer une lésion dans le cerveau ou la moelle épinière. Ouais. Le cerveau, on peut le voir comme le centre de commande qui envoie différentes commandes, que ce soit pour des mouvements ou pour des fonctions cognitives. Ouais. Je veux lever mon bras, j'ai envoyé une commande du cerveau, ça a passé par la moelle épinière, ça a atteint les nerfs qu'il fallait, puis ça l'a fait bouger mon bras. Ok. Les lésions, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'arrivent jamais à la même place d'une personne à l'autre. Donc, c'est pas les mêmes fonctions qui sont atteintes d'une personne à l'autre. Puis, c'est personne qui a le même nombre de lésions, la même dimension de lésion. Donc, une lésion complète, ça peut bloquer toute la commande. Une lésion partielle, ça peut interrompre un petit peu la connexion. Puis, quand je parle de connexion, je parle vraiment de connexion cerveau-muscle. C'est là que c'est comme j'ai parlé un petit peu tantôt. Alors, la prochaine question, elle m'intéresse vraiment. Je veux revenir sur un virage historique, donc il y a 20 ans maintenant. On disait aux patients qui ont la sclérose en plaques, restez chez vous, ne bougez pas trop, alors qu'aujourd'hui, c'est absolument le contraire. Pourquoi, genre, selon toi et selon ton expérience? Tantôt, j'ai dit que les cas de sclérose en plaques étaient tous différents, mais il y a un symptôme que je considère comme le principal, c'est la fatigue en lien avec la sclérose en plaques. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de connaissances dans le temps en sclérose en plaques, c'était relativement nouveau. La logique un peu des intervenants dans le temps, c'était si tu es fatigué, tu as besoin de repos, garde ton énergie, c'est ça qui va te donner une chance d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Alors que finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de bouger moins, déjà, chez quelqu'un qui n'est pas atteint de sclérose en plaques, fait en sorte que le cerveau est moins efficace pour transmettre un signal aux muscles. Donc, avec la sclérose en plaques, ça affecte cette fonction-là. Puis qu'en plus, tu ne la stimules pas, ça va être 2 fois pire. Donc, on s'est rendu compte que finalement, l'activité physique, c'était même un traitement pour la sclérose en plaques. Ouais. On parle beaucoup des médicaments et tout, mais il y a d'autres choses dans le mode de vie qu'on peut faire, dont l'activité physique, dont l'entraînement. C'est pas juste qu'on peut faire à côté des traitements, mais qu'on doit faire. Exact. Il faut absolument qu'on ait une meilleure qualité de vie et notamment qu'on fasse de l'entraînement et qu'on évite la sédentarité. Exact. Je vais poser une question que je n'avais pas préparée, mais d'un coup, je me suis dit, je suis curieuse de comprendre en fait la fatigue en sclérose en plaques. Ce symptôme-là qui touche, je pense, plus de 80% des patients. D'où ça vient? Mon hypothèse, ça reste une hypothèse, c'est que ça demande plus au cerveau de fournir les efforts nécessaires et il passe pas par le chemin habituel quand une commande est bloquée. C'est que le fait de passer par d'autres chemins est beaucoup plus demandant. Oui. Donc, ça pourrait venir créer cette fatigue-là. Oh wow!
Ok, waouh, j'ai jamais vu ça aussi comme ça. Que se passe-t-il en fait dans le système nerveux, donc dans le cerveau et la moelle épinière, d'un patient quand il fait du renforcement musculaire? Mettons que je disais que je voulais lever mon bras. S'il y a une plaque qui est située à l'endroit où la commande passe, je vais peut-être pas y arriver ou moins bien. Ce qui se passe quand on insiste sur un mouvement avec certaines techniques d'entraînement, c'est que on a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ok. À force d'insister, ça peut prendre un certain temps. Le cerveau peut finir par trouver un autre chemin pour rendre la commande à mon bras, puis elle va recommencer à passer. Ok. Par contre, quand on utilise une autre route, il faut toujours la pratiquer pour ne pas l'oublier. Puis, ça se peut que ça soit pas aussi fluide que quand on utilise la route habituelle. Donc, on va regagner un pourcentage. Le pourcentage dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de combien qu'on a globalement de lésions, combien de temps qu'on a attendu avant de s'entraîner. Mhm. Et la Et fréquence d'entraînement aussi, j'imagine. c'est sûr que la fréquence aussi, il faut au moins 2 fois semaine, idéalement 3, 4. Ça dépend beaucoup aussi de la capacité de récupération, là, mais il y a certains Ah. mouvements, quand la commande est vraiment atteinte, que un petit peu à tous les jours peut être bien. Donc là, on est à l'ASPE, à l'Association de sclérose en plaques de l'Estrie. On se met en situation. Je suis une patiente, je viens de me faire diagnostiquer, je viens ici vous voir. C'est quoi votre plan de match? On commence par faire une petite rencontre d'ouverture de dossier. Je pose des questions sur tous les symptômes, l'historique, ça fait combien de temps qu'on est atteint, les médicaments, est-ce qu'il y a d'autres conditions de santé aussi? Parce que on pense en sclérose en plaques qu'il y a souvent un côté qui est plus atteint que l'autre. Ça peut créer des petits déséquilibres de posture, des petites blessures sur le long terme qu'on peut aussi traiter. Donc, on fait vraiment une vue globale, une vue d'ensemble du cas. Mhm. L'autre séance est une petite évaluation de la condition physique. On regarde comment la personne réagit à l'entraînement, son temps de récupération. Y a-t-il certains mouvements qui bloquent plus que d'autres? L'équilibre. On regarde aussi si en double tâche, c'est de faire une tâche mentale en même temps qu'on fait une tâche physique, ça l'affecte. Puis on bâtit un petit peu un dossier sur la personne où on va lui personnaliser l'entraînement. On le garde toujours à jour par la suite. Plus on apprend à connaître nos personnes, plus on peut intervenir efficacement avec elles. On avait dit tout à l'heure pendant le sprint, ce qu'on fait ici à la SPE peut aussi améliorer les fonctions cognitives. Comment est-ce possible? On a des principes d'entraînement, par exemple, si c'est la mémoire qui est atteinte, Mhm. on peut s'entraîner en double tâche puis faire un exercice qui travaille la mémoire en même temps qu'on fait un exercice physique. Ça pourrait être de tenir en équilibre, par exemple, sur un demi-ballon et de faire un exercice de mémoire en même temps. Ok, waouh. Une chose qui aide beaucoup avec l'oxygénation du cerveau, c'est les entraînements cardiovasculaires qui vont aider à retenir ce qu'on apprend puis à mieux les mettre en application. Ok. Ça peut être un petit peu de vélo, ça peut être du vélo à bras aussi. En double tâche ou juste simple? Des fois, ça peut être en simple tâche, mais en les alternant. Donc, un exercice cardio, un exercice cognitif. D'autres fois, ça peut être en même temps. Ok, et vous Ça faites dépend. ici des exercices cognitifs? Oui, 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 on en fait souvent. Il y a un principe en entraînement qui est la spécificité, que plus ce qu'on fait est spécifique aux activités de la vie de tous les jours, plus c'est efficace. On n'y pense pas, mais on fait beaucoup de double tâches. Par exemple, si on veut réautomatiser un patron de marche, puis qu'en même temps, on va faire l'épicerie, il faut qu'on se concentre sur notre marche et sur notre liste d'épicerie, puis qu'on se souvienne qu'est-ce qu'on voulait. C'est une double tâche. Le but, c'est de les rendre un petit peu plus durs que ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours pour que ce qu'on fait en double tâche dans la vie de tous les jours ait l'air normal. Le but, Quand on s'entraîne, on est fatigué, c'est normal pour tout le monde. Vu que les patients ont aussi un symptôme de fatigue lié à la sclérose en plaques, comment vous différenciez ou comment permettre à un patient aussi de différencier entre la bonne fatigue liée à l'entraînement et la fatigue liée à la sclérose en plaques? la fatigue liée à la sclérose en plaques, ça va plus venir augmenter les symptômes un petit peu. Il y a aussi une question que il faut toujours avoir le bon dosage. Donc, s'entraîner, ça va nous fatiguer un peu, notre énergie va descendre. Elle va remonter un petit peu plus haute avec le temps de repos, puis là, c'est le temps de se réentraîner pour avoir des bénéfices. Si on a trop de fatigue puis qu'elle baisse trop, ça va prendre trop de temps avant de remonter. On peut voir aussi, tu sais, une bonne fatigue, c'est une fatigue qui prend pas 2 jours à revenir. Si on voit qu'un symptôme est vraiment empiré un petit peu de façon transitoire, comme un pied qui traînerait plus, une jambe qui lève moins bien, des spasmes pour le reste de la journée, ça peut nous dire qu'on a poussé un petit peu trop et qu'on a un petit peu trop de fatigue liée à la sclérose en plaques. Dernière question dans cette section de spécialistes. Selon ton expérience, est-ce que le handicap de la sclérose en plaques est vraiment et toujours irréversible? Non. Le principe de neuroplasticité, ça prouve que c'est réversible.
On ne sait pas à quel pourcentage, ça varie beaucoup combien de pourcents tu peux réverser, mais on sait que ça va s'améliorer si on s'entraîne assidûment et si on change nos habitudes de vie. On en voit ici, il y a toutes sortes de personnes qui viennent s'entraîner. On a plus de 140 personnes, puis elles se sont toutes améliorées. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions dans ta spécialité. Ça fait plaisir. Donc là, on va passer à la dernière section Parfait. qui est espoir. On a parlé de science, de muscles, de technique, mais derrière tout ça, il y a aussi l'humain, de quelqu'un qui a la sclérose en plaques et qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce que tu lui dirais? On contrôle pas le fait qu'on a la sclérose en plaques. Il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas où nos plaques vont apparaître, mais il y a quand même un bon 50% qu'on peut contrôler. Puis si on réussit à contrôler 100% du 50% qu'on peut contrôler, il y a moyen de s'en sortir avec une bonne qualité de vie, de gagner ou de maintenir en autonomie, de prévenir aussi des séquelles futures et l'évolution de la maladie. Je dirais qu'on a quand même un contrôle et qu'on a tout avantage à gagner ce contrôle-là. Donc merci beaucoup Samuel pour toutes ces réponses. Donc tu vas rester avec nous pour répondre maintenant aux questions de la communauté qui Oui. nous ont laissées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, puis donc à vous abonner. Et on se retrouve pour de nouvelles connexions.